Salut les marques et les smarts et bienvenue dans ce nouvel épisode du supplément SmackDown, votre émission qui analyse le show bleu de la WWE. Je suis IRM et aujourd'hui je suis comme toujours avec l'ami Giscal. Salut Giscal. Salut IRM, salut tout le monde. Donc aujourd'hui nous allons analyser l'épisode de SmackDown qui avait lieu le 13 septembre 2016, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Absolument. Et qui avait lieu dans cette bonne vieille ville de Philadelphie en Pennsylvanie. Absolument. Alors c'est pas n'importe quel épisode de SmackDown, hein, mon bon Giscal, puisque c'était le premier épisode, le Fallout du premier pay-per-view entièrement dédié à la brande bleue, alias Backlash, un gros pay-per-view qui était de bonne qualité, de très bonne qualité. Qui nous a enflammé. Ouais, d'ailleurs qui vous a enflammé, toi Giscal et l'ami Hunk, puisque nos abonnés YouTube ont eu une petite surprise, puisque mardi matin, ils ont pu découvrir dans leur flux d'abonnés une analyse de Backlash, donc du pay-per-view. Donc voilà, ça arrivera comme ça de temps en temps. On va balancer des petits cadeaux sur la chaîne YouTube. C'est un peu plus simple et pratique que sur le podcast. Donc voilà, je vous invite à vous rendre sur notre chaîne YouTube, à vous abonner pour justement avoir comme ça de temps en temps un petit cadeau. Je ne sais pas, voilà, si on en fera à chaque pay-per-view, mais en tout cas celui-ci nous avait tellement enthousiasmé voilà, que voilà, selon les envies du moment. Voilà, Giscal et Hank étaient impatients de donner leur avis. Alors voilà, je ne sais pas quelle importance vous accordez à l'avis de Giscal et de Hank, mais voilà, ils ont donné leur avis, voilà, sur ce pay-per-view qui fut, ma foi, de très grosses factures. Donc au menu pour ce soir, vous allez découvrir le retour d'un catcheur. Il y aura également un transfuge d'euros, une promo endiablée autour de la ceinture suprême, un match de championnat, et oui déjà, on ne perd pas de temps à SmackDown, la rivalité entre le Miz et Daniel Bryan qui va reprendre de plus belle, un nouveau contender pour le titre féminin, et un main event qui nous projette déjà loin. Voilà ce qu'on aura au programme de ce soir. Tout ça en simplement 2 heures, hein. C'est fort SmackDown. Ah, et encore, hein, j'ai pris vraiment la crème de la crème, en tout cas les choses qui étaient... enfin la crème de la crème, je sais pas, mais on verra. Cet épisode commence donc avec l'arrivée du nouveau champion, AJ Styles, puisqu'effectivement AJ Styles a remporté son match face à Dean Ambrose dimanche soir. C'est lui le nouveau champion. Alors, il déteste dire ça, visiblement, mais il nous l'avait bien dit, donc il nous le dit, hein, il nous l'avait bien dit, il nous avait bien prévenu qu'il gagnerait. Donc, on a une promo typiquement de heel, évidemment, de AJ Styles, qui dit que, voilà, si vous nous donnez les numéros du loto, il faut aller les jouer parce qu'on deviendra instantanément multimillionnaire. S'il nous dit que le ciel est vert, ça ne sert à rien de regarder par la fenêtre, le ciel est vert. Et donc, il est le champ, dorénavant, le champ qui runs the camp. Voilà, hommage à son ancienne catchphrase évidemment. Et là, arrivée de un son retenti, une musique que tout le monde connaît, une musique qui est la sonnerie, j'imagine, l'alarme, la sonnerie de portable de l'ami Giscal. C'est ça, oui. John Cena qui revient déjà, et oui. Il était parti il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Tu étais parti depuis une éternité, tu veux dire. Bon, ok, voilà, l'échelle de temps est différente selon l'adoration que vous portez aux Marines. Donc, arrivé en fanfare de John Cena sur des grosses huées évidemment, parce qu'on est à Philadelphie, voilà, ville de connaisseurs, évidemment. Mais bon, quand on est connaisseur, des fois on ne sait pas forcément à côté de quoi on passe. Et qui vient réclamer auprès de AJ Styles, il a quelque chose qui lui revient. Donc on a un zoom sur le bandeau, le fameux bandeau de John Cena que AJ Styles s'était attribué suite à sa victoire à SummerSlam, puisqu'il avait abandonné son bandeau, John Cena avait abandonné son bandeau Never Give Up sur le ring. C'était un symbole assez fort. Sauf que visiblement ce n'est pas ça que John Cena réclame, c'est évidemment le titre suprême. Et là il nous sort un couplet qui est To be the man, you have to beat the man. Vous reconnaîtrez évidemment cette référence à Ric Flair, qui est The Man, puisque effectivement il nous le rappelle, si John Cena remporte une nouvelle fois ce titre suprême, il pourra alors avoir, comme il le dit, une discussion avec The Man, donc avec Ric Flair, c'est-à-dire qu'il égaliserait le record de Ric Flair.
en nombre de 16. titres, donc qui est... Ah, c'est 16 titres le record? 16. Ouais. D'accord, ok, c'est 16 titres. D'accord. Donc là, il est à 15. Le compteur de John est bloqué à 15 depuis probablement trop longtemps aux yeux de Giscal. Bien trop. Mais voilà, ça pouvait pas en rester là. La musique de Dean Ambrose retentit. Le vaincu de Backlash, il annonce à AJ Styles, lui dit, écoute mon gars, dimanche t'as fait la plus grosse connerie de ta vie en me battant certes, mais aussi en me battant, on va dire, pas à la régulière, en traître, avec ce coup de... Dis, hein, il m'a volé. Il m'a volé, voilà, avec ce coup de pied dans les valseuses, tu m'as volé, voilà, ce n'était pas très réglo. Et là, c'est là où ça commence à s'emballer, hein, parce que cette promo vraiment partait un peu dans tous les sens, mais tout le monde était au taquet. John Cena s'en prend à Dean Ambrose, et oui, il lui dit qu'il s'est fait avoir un peu à son propre jeu, et qu'il s'en plaint, et donc il vient chouiner, alors que voilà, finalement AJ Styles, pardon, c'est voilà, il a joué un peu le jeu de Dean Ambrose, les coups bas, enfin la bagarre quoi. Hein. Et que peut-être, et c'est là où ça fait très très mal, et que peut-être Stone Cold, Steve Austin, avait raison lors de son podcast, puisqu'il avait été invité, Dean Ambrose avait été l'invité de Stone Cold, bah, tout simplement que Dean Ambrose, je la fais courte, n'a pas de couilles, quoi. Hein, Ouais. qui n'a pas monté son jeu, qui se plaint, et un peu, voilà. Mais Ambrose lui rétorque qu'il en a rien à foutre d'une feignasse de part-timer, en parlant de John Cena. Quelle honte. Il Quelle honte. il l'invite à retourner à ses émissions, de retourner à Hollywood. Donc là, on enchaîne sur les pics, c'est vraiment ça mélange, comme on dit, le réel et le kayfabe. Hein, et c'est ce qu'on adore, nous, même si ça fait mal, n'est-ce pas, Giscal? Donc, intervention de Shane O'Mac qui vient essayer de calmer tout le monde. Tout d'abord, oui, il est gentil, félicite tout le monde. Hein, bravo Ambrose pour ta défaite. Bravo AJ Styles pour ta victoire. Et bravo John Cena parce que d'être revenu, merci, ça va remonter les audiences qui sont déjà au taquet. Donc, il rassure Dean Ambrose, il aura son rematch en 1 contre 1. C'est là où ça devient un peu bizarre parce qu'en plus, il annonce qu'il y aura un triple threat entre les trois à No Mercy, le prochain Ouais, pay-per-view DJ à SmackDown. Donc voilà, Ambrose aura droit à 2 rematchs a priori. Mais que ce soir, petite dédicace à notre ami Teddy Long, il y aura un tag team match opposant Dean Ambrose et John Cena à AJ Styles qui lui devra trouver un partenaire, sinon le GM Daniel Bryan se fera le plaisir d'en trouver un. Arrêtons-nous là 2 minutes sur cette promo qui qui a fait pas mal parler, en tout cas qui était une grosse promo. Qu'en as-tu pensé, Giscal, du retour de John Cena et de cette promotion? Moi j'ai bien évidemment adoré ce segment, ça ne surprendra personne. J'ai trouvé que c'était génial, pas juste parce que John Cena est revenu, mais parce que pour tout ce que tu as expliqué, les trois étaient vraiment au top. Ça partait dans tous les sens, franchement. Je vous conseille vraiment de regarder cette promo parce que tout le monde en a pris plein la tronche. AJ Styles était au max de sa douchitude là, comme ils disent. La fin vraiment, c'était le connard par excellence. Il a pas réinventé la poudre dans sa promo. Hein. C'était I told you so. Je vous l'avais dit les gars, machin. Je vous ai. C'était très drôle tous les petits trucs que tu as raconté. Là, si le ciel est vert, pas besoin de regarder par la fenêtre, tout ça. Enfin bref, il est vraiment très fort pour à la fois sortir des matchs de malade mental et tout en se faisant détester. Par le public, donc il est quand même, il se révèle à mes yeux comme vraiment un heel assez efficace, pas très original, mais vraiment très très efficace. Dean Ambrose, on a retrouvé un Dean Ambrose agressif, incisif, complètement barré, mais barré comme on a envie de le voir, et dans la lignée de son excellent match de Backlash, donc ça fait plaisir. Et puis moi j'ai bien aimé aussi les petites graines plantées pour une feud entre Cena et Ambrose. Plus tard, à l'avenir, qui pourrait être, je pense, pas mal du tout, une sorte de miroir un peu de la feu de The Rock Cena, mais avec Cena cette fois dans le rôle du Rock, là, avec ce petit couplet sur les part-timers, sur le fait que maintenant il est plus bon qu'à aller dans des morning shows et jamais il pourra rivaliser avec un gars qui fait ça tous les jours. Donc Dean Ambrose a planté peut-être des graines pour un heel turn pas mal.
c'était sympa. Toute cette promo a bien fait le boulot. Et puis, comme tu dis, on a booké déjà le main event de No Mercy, on a booké le main event du show, on a booké un potentiel title shot pour Dean Ambrose un peu plus tard. Bon, c'est peut-être le mini truc un peu chelou de la promo, c'est que c'est vrai que du coup, on lui dit qu'il aura un contre un plus tard, mais bon, pourquoi pas, ça me dérange pas. Mais en tout cas, voilà, gros boulot des trois, des vannes dans tous les sens, et puis ça hype tout ce qu'il faut, quoi. Donc effectivement, et en plus, on a booké également le main event de SmackDown, hein, avec en plus, Oui. en construisant un petit fil rouge qui est AJ Styles Voilà, doit partir à la recherche d'un partenaire. Donc on vous en parlera tout au long de cet épisode. On attaque la scène tag team. Ah bah oui. Allez, c'est parti. Attaquons. Donc, comme vous le savez probablement, nous avons couronné des nouveaux champions, Heath Slater et Rhino, qui ont donc remporté. C'est fait. Voilà, c'est fait, Ça y enfin. En vainquant donc les Usos qui eux avaient réussi à se requalifier ou en tout cas à se qualifier pour la finale Ouais. en se débarrassant des Eyebrows. Donc là on a un rematch de ce Uso versus Eyebrows. Alors petite chose, voilà, petit truc un peu dommage j'ai trouvé, c'est qu'ils ont abandonné leur nouvel accoutrement noir. Hein. C'est vrai. Ils Ouais, s'étaient ouais. habillés tout en noir pour l'occasion, hein, validant ainsi, illustrant plutôt leur heel turn. Donc là ils sont revenus à une espèce de pantalon orange, blanc, enfin dégueu, enfin c'était pas très inspiré. Le rouge un peu bizarre. Voilà. Après, dans leur catch, dans leur attitude, évidemment, là par contre, on a retrouvé les Usos agressifs, méthodiques, assez froids finalement, qu'on a connus à Backlash. Donc, pendant ce match, ils se sont concentrés sur le genou de Ryder, hein, qui a été blessé à SummerSlam. Mojo a vaguement tenté le tout pour le tout en nettoyant un petit peu le ring, mais il s'est bouffé rapidement un super kick. Puis le Uso Splash qui aura été fatal, donc compte de 3 sur l'ancien joueur de foot américain, et les méchants jumeaux disposent donc rapidement et avec force et style des gentils crétins. Donc pas grand chose là à noter sur ce match, hein, si ce n'est qu'on valide Très vraiment efficace. les Usos en tant que heel suprême de la scène tag team, et qu'on voilà, on met bien ça dans l'esprit des gens. C'est ça, exactement. Très efficace. Voilà, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais enchaîner avec nos champions, hein, puisque Heath Slater Ah oui. avait droit sa signature de contrat, puisque c'était le Saint Graal qu'il pourchassait au-delà Au-delà de d'être la ceinture, champion. En fait, presque. c'était assez drôle parce que finalement, c'était le fait de devenir champion lui permettait d'avoir une signature de contrat. Donc la signature de contrat était vraiment le limite au-dessus, placé au-dessus du titre suprême, en tout cas en ce qui concerne Heath Slater. Donc Shane McMahon à nouveau qui accueille donc les premiers champions tag team, hein, Rhino et Slater de SmackDown évidemment. Slater qui a un t-shirt assez marrant là, I Got Kids. Oui. Puis il y avait un autre truc écrit derrière, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était je Je sais sais plus pas, quoi. donnez-moi I du need a boulot job. ou un truc comme ça. I need a job, je crois. Un truc Voilà, comme ça. ouais, voilà, I need a job, I got kids. Donc j'imagine que c'est un t-shirt qu'on va revoir dans le public assez rapidement. Donc il appose sa signature enfin sur ce contrat, ça y est, il le soulève tel un trophée. Alors c'est la foule est en délire, hein. Vraiment là, Heath Slater, l'histoire de Heath Slater, ce personnage, cette histoire de Heath Slater a réussi à soulever les foules. L'enthousiasme de Rhino est un peu plus discret, on pourra le noter qu'à plusieurs fois vraiment Rhino il est pas dans le même délire, hein. Bon pour l'instant ça reste juste son gimmick. Donc on a le discours de Heath Slater, hein, un discours qui remercie évidemment Shane, Daniel Bryan, hein, tout le monde y passe, sa merveilleuse femme, sa magnifique femme. Ils vont enfin pouvoir acheter un double wide. Alors, je suis allé voir ce C'est que ça. c'était, c'est un mobilhome, un grand C'est un mobilhome. grand mobilhome, c'est ça, exactement. C'est C'est vraiment une maison typique voilà. américaine, des C'est ça. quartiers un peu cheap. Voilà, dans les trailer parks, Voilà, voilà, exactement. qu'on connaît. Mais là, c'est quasiment le must du mobilhome, hein. Ah, c'est le top. C'est le top du top. Donc, il remercie une nouvelle fois son pote Rhino. Tous ses gosses, donc il commence à les lister. Alors, Roscoe, Betty Lou, je sais pas, il lui prévoit, enfin, pour qui il a un cadeau, je ne sais plus ce que c'était. Roselyne C'est pour Snow. Betty Lou, il prévoit de lui racheter une langue, c'est celle qui parle pas en fait. C'est ça. Eh ben, écoute, je pensais avoir mal compris, mais c'est ça. Enfin, voilà. Roselyne Snow. Enfin bref, des noms évidemment dignes des noms les plus pouilleux du monde. Et là, intervention d'une autre équipe évidemment qui vient réclamer un match. Il s'agit de The Ascension.
Alors, on fait pas vraiment de rubrique Jobber World Non, on aurait pu. dans le supplément SmackDown parce qu'on ne veut pas avoir à en faire, mais voilà. Ce sont typiquement des jobbers qui viennent réclamer un match pour le titre right now, un match qu'ils obtiennent puisque Oui, Shane McMahon pas été dur à convaincre, hein. pas dur à convaincre, qui était déjà présent sur place. Bah écoute, il y a juste à pousser les tables, trouver un arbitre et c'est bon quoi. Et on se fait un match maintenant. Donc le match commence, un match dégueulasse de 3 minutes, Ouais. remporté via le gore de Rhino. Et avec un seul vrai move que j'ai noté vraiment de tag team, complètement botché là, Oh pour là là cause là là. de paresse, hein, je dirais quasiment de The Ascension. Hein. Et donc, bah, victoire des champions. Hein. Ouf, première défense de titre victorieuse pour Heath Slater et Rhino qui en ont besoin. Mais bon, face à une équipe de jobbers qui botch dans un match de 3 minutes. Bon. Ouais. Il va falloir maintenant peut-être un petit peu plus. Je ne sais pas où cette histoire où va aller. Mais voilà, finalement, est-ce qu'on a là la signature de contrat la mieux bookée de l'histoire du catch, mon bon Giscal? Au-delà de ce match ridicule qu'on a eu. Oui, oui, non, le match est à oublier très vite. D'ailleurs, rapidement sur le match, je mettrais fort vraiment un carton rouge à The Ascension parce que, Ah enfin, ouais. à mon avis, c'est vraiment le genre de match où enfin, si tu te loupes, on les reverra pas avant un petit moment, parce que c'est dommage pour des jobbers quand ils ont l'occasion d'avoir du temps d'antenne. En plus, pour le titre et tout, on sait qu'ils vont perdre, mais c'est le moment de se montrer un petit peu, de remonter un peu dans l'esprit des décideurs et tout. Et là, ils ont fait une Hmm. telle bouse qu'à mon avis, on les Ouais. reverra pas de sitôt. Fallait Mais juste bon, montrer qu'ils étaient forts, mais moins, ouais, enfin, qu'ils étaient c'est dommage, hein. moins forts, mais qu'ils avaient voilà, quelque chose à C'est montrer. grave. Enfin bon, c'est vraiment dommage pour eux. Mais sinon, à part ça, bon, moi je me suis éclaté sur la signature de contrat. C'était en effet, bah, c'était la signature de contrat la plus marrante que j'ai vue, je pense, oui, parce que enfin, c'est pas classique, quoi. On n'avait jamais vu, je crois, de signature de contrat de catcheur, quoi. D'habitude, c'est des signatures de contrat de match. Donc, bon, bah, c'est ce qu'on dit chaque semaine sur Yves Slater, hein. C'est ce que tu disais la dernière fois. Et maintenant, il pourrait éternuer ou chier sur la table des commentateurs que le public se pâmerait devant, devant les exploits de Heath Slater. Donc, enfin, il est au top de sa popularité. Et moi, ça me fait plaisir. C'est ce que je disais à Backlash avec Hank. Quand tu le vois même quand il signe son contrat là, il a tellement le sourire. Tu sens qu'il a pas besoin de se forcer pour jouer des émotions comme ça. Il est juste là, je pense qu'il est en train de passer un des meilleurs moments de sa carrière. Ça fait plaisir à tout le monde. Je lui souhaite que ça continue le plus longtemps possible. À mon avis, maintenant qu'il a son contrat, je pense pas qu'ils garderont le titre trop longtemps sur les hanches de ces deux-là parce que ça reste quand même de la comédie. Donc il va pas falloir non plus que ça dure trop et je pense que l'issue inévitable de cette affaire-là, ce sera le turn de Rhino qui subtilement, par son attitude un peu blasée, en retrait, euh, je finira par en avoir marre en fait un peu des facéties de l'autre abruti qui pense qu'à son double wide et à ses trois enfants, je sais pas quoi. Donc je pense que ça arrivera à ça et ce sera divertissant, ce sera marrant. Mais bon voilà, tant que ça dure, profitons-en. Moi je m'amuse beaucoup et c'est un angle voilà qui me fait plaisir chaque semaine à SmackDown. Alors un autre qui ne s'amuse pas beaucoup, c'est Jay Styles, puisque comme je vous le rappelle, et c'est le fil rouge de l'épisode, et il doit se trouver un partenaire tag team hein, pour le main event de ce soir. Donc la première personne qui croise, en tout cas qui attire son attention, il s'agit de Baron Corbin. Donc C'est ça, le baron. le baron, El Baron. Il fait bah écoute Corbin, est-ce que je peux t'appeler Corbin Est-ce que tu veux être mon partenaire non pas de vie mais voilà de match d'un soir. Et là Choix intéressant. comment Je dis choix intéressant. choix intéressant, effectivement choix intéressant. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal et la réponse de Baron Corbin m'a beaucoup plu puisqu'il lui a Oui, répondu écoute avec voilà ce côté c'est un loup solitaire donc ouais. il le regarde fait bah non. Oui, tu fais, bah pourquoi? Bah parce que moi je la veux ta ceinture et je préfère être ton adversaire plutôt que ton partenaire. Ah ok d'accord. Et voilà. Donc voilà, on saluera voilà j'aime bien le fait Bien qu'on aimé. montre que Ouais. Mm. enfin, tous les catcheurs devraient être attirés par la ceinture, le titre suprême
Et du jobber au main eventer, voilà, sauf ceux qui évidemment sont attirés qui ont des problèmes de contrat, donc voilà, c'est normal qu'ils soient attirés d'abord par le contrat. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette séquence. Ah, t'as raison, mais ça paraît rien, hein. C'est 40 secondes dans l'émission, mais c'est cohérent avec le personnage de Baron Corbin. C'est intéressant pour lui parce que ça met un peu un coup de projo sur ses ambitions, sur sa place dans la carte. Et voilà, c'est bien. C'est le genre de petit segment, c'est nickel. Donc on continue sur Baron Corbin qui a affronté ce soir Apollo Crews. Donc c'est un Oui, rematch un rematch encore. qui avait lieu lors du pré-show de Backlash, qui avait été remporté par le loup solitaire. Mais bon, le match, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ne commencera jamais puisque El Baron Corbin détruit Apollo Creed, comme dit Daniel Bryan, Oui. hors du ring en lui plaçant notamment son End of Days, donc Magnifique. son finish vraiment qu'il va falloir. J'adore. Faudrait qu'on vote, on ferait peut-être un de ces fameux bonus dont on a parlé tout à l'heure, peut-être avec nos finishes préférés. En tout cas, voilà, assez impressionnant. Et je vous avais parlé tout à l'heure en début de podcast, je vous avais parlé d'un transfuge de Raw vers SmackDown. Et ben il est là, il arrive. Donc une musique retentit. Donc je t'avoue à ce moment-là, je me suis dit, putain, je connais cette musique. Pourquoi c'est J'ai un doute. J'ai un doute. Qu'est-ce qui se passe? Et là, qui apparaît? Jack Swagger. Jack Swagger. Qui était lors d'un mercato étrange, a été donc transféré à SmackDown. C'est ça. On a les commentateurs qui font oui qui dit un truc du genre ouais les rumeurs étaient donc vraies. En fait personne n'en parlait. J'ai pas entendu les rumeurs. Mais bon. Rien à battre. Donc Jack Swagger qui revient. Qui arrive fort d'une défaite face à Jinder Mahal à Raw. Peut-être que nos copains de la team Ketchup Rouge vous en auront parlé dans leur Jobber World. Donc voilà, Jack Swagger qui s'en prend donc à Baron Corbin, donc une mise en place d'une rivalité visiblement. Il annonce qu'il faut tout oublier ce qu'on sait de Jack Swagger. Tu sais quelque chose de Jack Swagger, toi, Giscal? Je savais des choses il y a longtemps, maintenant je sais plus grand chose, non? Ouais, c'est ça, voilà, oui. Oui, ouais, c'est un peu ça. Ouais, on a su des trucs sur toi, mais voilà. Et il nous dit donc qu'on ne connaît pas encore Jack, en faisant évidemment allusion à You Don't Know Jack, le célèbre jeu. Donc là, il est effectivement habillé tout en noir, casquette à l'envers. Bon, visiblement, il essaie de se donner un autre gimmick. Personnellement, je n'ai pas vraiment réussi à cerner, d'autant plus pas cerné, non. il conclut sa promo par un chant With the People. Donc, oui, alors ça, il le garde, ça. Ça, il le garde. Entre nous, je pense que c'était la seule manière de sortir le public de l'indifférence qui régnait à ce moment-là. Donc voilà, c'était la première fois qu'on entendait Swagger faire une promo live depuis des années. Donc ses fans seront ravis, j'imagine. D'avoir retrouvé son petit cheveu sur la langue. Alors une autre, elle en a une qui zozote pas mais qui a un putain d'accent, c'est Becky Lynch. Becky Lynch, la championne, la première championne ever de la division féminine SmackDown. Il faut s'accrocher maintenant pour les titres des ceintures. Qui donc arrive in ring. Elle est invitée ce soir puisqu'il y aura un match pour déterminer le first contender. Petite interview donc avec Charlie, la nouvelle copine de Giscal. Voilà, donc on a des chants You Deserve It en background pour vous donner un peu l'ambiance. C'est assez chaud, Philadelphie est ralliée à la cause de l'Irlandaise. Petite allusion, elle dit qu'elle est Becky Balboa, donc à Philly, donc à Philadelphie. C'est évidemment la ville mythique de Rocky. Donc effectivement, le fighting spirit, on connaît là-bas. Elle a eu le match de sa vie après des mois de galère. Voilà, cette meuf est assez folle, avec son accent et tout. Vraiment, là, cette promo, elle a été assez géniale. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. On trouve vraiment ce côté bagarreuse avec un accent vraiment de merde, mais t'y crois à fond, quoi. Et donc, elle dit, ouais, je suis une bagarreuse, alors venez les mecs, quoi, je vous attends, quoi. C'est Command Bros, voilà, je vous attends. Donc, ça se termine comme ça. Enfin, cette promo se termine comme ça. On enchaîne avec l'entrée des filles. Et donc, le match qui oppose donc les perdantes du Six Pack Challenge de Backlash. Donc on retrouve donc Naomi, Natalia, Alexa Bliss, Nikki Bella et Carmella. Voilà pour la liste des participantes.
Donc globalement, Natalya commence en nettoyant le ring, déjà, premièrement. Hein, Ouais. plus personne sur le ring. Nikki Bella revient, elle reprend le contrôle. Elle est rejointe par sa rivale du ghetto, Carmella. Elles sont en rivalité, je vous le rappelle. Naomi tente également de reprendre le contrôle du ring. Alors oui, c'est elle qui place un head scissor et des gros kicks hein, bien sentis Ouais. sur la copine de John. Qui contre en souplesse. Et là, Alexa Bliss opportuniste tente le tomber sur tout ce qu'elle peut, mais elle se fait renvoyer par Natalya hors du ring. Nikki revient. Carmella, hop, la kick. Hein, on est vraiment dans cette rivalité très forte entre les deux. Mais c'est Carmella qui fait le job, mais c'est Alexa Bliss qui vole le tomber. Et donc, victoire d'Alexa Bliss qui devient la prétendante numéro 1 au titre. Quelle surprise ou quelle pas surprise, mon bon Giscal, pour toi? Surprise et pas surprise, parce que surprise quand même, c'est forcément une surprise, parce que Alexa Bliss c'est une rookie, elle vient d'arriver et on aurait tout à fait pu imaginer Natalya qui était avant la draft en rivalité avec Becky Lynch. Alors pour une après, je première- te coupe tout de suite. SmackDown, Oui, c'est le show des rookies et des rouquins. oui, Donc ce n'est exactement. pas si étonnant que ça finalement. Donc finalement, on aurait pu le deviner. Non, mais en effet, a priori, Nikki et Carmella étaient prises dans une rivalité. Naomi étant face, c'était peu crédible. On aurait pu croire que Alexa Bliss était encore un peu trop verte et que c'était Natalya qui allait rallumer finalement les feux de leur rivalité, pas forcément passionnante, mais qui avait le mérite d'exister en tout cas avant la draft. Et puis comme premier adversaire, ça semblait assez crédible. Donc on peut quand même se dire que c'est une surprise. Après, pour moi, c'était pas vraiment une surprise parce que j'avais vraiment le sentiment que ça faisait maintenant plusieurs semaines avant Backlash, dans le 3 contre 3 qu'on avait commenté avant Backlash, qu'on n'avait pas forcément trouvé très bon, mais en tout cas, on avait eu l'impression que Alexa Bliss avait été un peu de celle qui avait tiré son épingle du jeu. Tout à fait. À Backlash, dans le Six Pack Challenge, moi j'ai vraiment trouvé, ce que je disais dans ma analyse, du coup, que c'était une des grandes gagnantes, outre évidemment Becky Lynch, c'était une des grandes gagnantes parce que je trouve qu'elle avait eu les meilleurs spots, la meilleure présence dans le ring, malgré son élimination assez tôt dans le match. Je l'avais trouvée vraiment extrêmement intéressante. Et au final, je suis agréablement surpris et en même temps, je trouve ça plutôt logique de voir que son travail est récompensé et qu'il croit en elle parce qu'elle a l'air vraiment très intéressante, cette petite-là, qui est vraiment toute petite. Hein. Elle fait 5 feet tall, là, comme elle l'a rappelé à Talking Smack. Alors, je sais plus exactement ce que ça fait, mais elle ne doit pas faire beaucoup plus qu'1m60. C'est dans le même, on est dans la même courbe que Daniel Bryan, quoi. Ouais, je pense que ça doit faire même 1m55, un truc comme ça. Enfin bref, elle est toute petite. On a eu des présidents qui étaient pas plus grands. Hein. En effet. Et ils ont porté tout un pays pendant des années. Oui. Donc, Bon. écoute, Donc, je le trouve match. que c'est une très très bonne chose qu'elle ait gagné. Ça continue à apporter ce vent de fraîcheur qu'il y a sur SmackDown et sur la WWE de manière générale, mais surtout sur SmackDown. Ça va nous donner une opposition complètement inédite. Ça va donner sa chance de montrer ce qu'elle vaut aussi en 1 contre 1. Je suis très très content de ce choix. En plus, elle avait gardé son petit look de Harley Quinn là, qui personnellement moi me met tout en émoi. Hein, personnellement, je l'avoue. Donc, écoute, très bien. Le match en tant que tel n'était pas extraordinaire, mais j'ai bien aimé. C'était dans la lignée du six pack. J'ai bien aimé l'intensité générale. Je trouve que depuis 2 semaines là, maintenant, il y a une sorte d'émulation positive. Les filles se tirent vers le haut. En tout cas, dans ces matchs-là, c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus athlétique et dynamique que les premiers segments et les premiers matchs qu'on avait eu le droit à SmackDown. Donc c'est bien. Je suis assez content. Et puis bah voilà, le résultat me satisfait. On revient backstage, si tu veux bien. Je ne sais pas, mais en tout cas, on y va. Allons. AJ Styles, notre fil rouge. Cette fois-ci, il croise un autre grand gabarit, puisqu'il tente de convaincre Kane. Oui. Qui lui répond par un rire démoniaque. C'est ça. Manifestement, ce ne sera pas lui. Manifestement, ce ne sera pas lui. Ken qui, je vous le rappelle, a vaincu l'ami Bray Wyatt lors d'un match improvisé à Backlash. Je vous invite à écouter l'analyse de nos copains sur notre chaîne YouTube. Vous en saurez un peu plus comment on en est arrivé là. Je parlais de Bray Wyatt. Oui.
promotion de Randy Orton. Randy Orton, donc blessé, qui n'a pas pu en fait faire son match, qui a été déclaré forfait. Je vous spoil rétroactivement, qui a été déclaré forfait pour son match face à Bray Wyatt et donc qu'il a perdu officiellement. Je fais passer un petit message là pour nos amis du catch pour les votes, les pronostics, parce que j'avais voté pour Bray Wyatt. Oui, moi aussi. Ah oui, voilà, donc faites pas les cons. Hein? Donc voilà, il vient annoncer, donc c'est une promotion pour dire que voilà, Bray Wyatt, il parle toujours, voilà, mais c'est lui qui a peur, c'est pour ça qu'il l'a attaqué backstage. Voilà, c'est pas lui, il va être ni le premier ni le dernier à essayer, voilà. Donc arrivée de Bray Wyatt, puisqu'il a été provoqué par promo Orton, par Randy Orton, Oui. disant que il lui a donné une façon de s'échapper à Randy Orton, mais Randy Orton a décidé a préféré venir l'embarrasser, puisque Randy Orton est venu coller un RKO durant le match entre Bray Wyatt et Kane. Faut vraiment écouter l'analyse de Backlash pour comprendre ce qui s'est passé, ou alors c'est une publicité incessante. ou alors vous avez juste regardé Backlash et vous dites mais ta gueule Yarem, c'est bon, on sait de quoi tu parles. Je vous en ferai pas le reproche. Bref, on s'en fout, promo à la con, promo habituelle pardon de Bray Wyatt. C'est pas compatible. Les lumières s'éteignent et là qui apparaît? Eric Rowan qui était dans le ring et qui passe à tabac Randy Orton. Mais évidemment, Randy Orton, c'est pas un couillon. Il place son RKO out of nowhere. Fin de la séquence. Et donc, Bray Wyatt et Eric Rowan à nouveau ensemble. Et ma question, est-ce que Bray Wyatt et Eric Rowan sont les nouveaux Ross et Rachel du catch? Putain, je m'attendais pas à cette question-là, mais peut-être. Enfin, je sais pas. En tout cas, Eric Rowan a manifestement un penchant masochiste assez fort, puisque. Après, on ne l'a jamais vendu comme quelqu'un qui avait plus de 2 neurones, qui n'était pas forcément de plus connecté. Donc. Non, voilà, ça, on va dire que ça va bien avec sa gimmick de mec enclin à se faire laver le cerveau, qui du coup va bien avec Bray Wyatt, qui aime bien laver des cerveaux. Donc ils vont bien ensemble. Ouais, bah écoute, oui, c'est un peu. Pour moi, c'était le point négatif du segment. C'était ça, parce que j'ai aucune envie de revoir Eric Rowan dans l'affaire. Je pense que Bray Wyatt, on l'avait dit, Bray Wyatt, c'est l'heure maintenant qu'il prenne son envol en solo. Donc ça suffit. Que d'aller-retour, incessant. C'est vraiment le point négatif et c'est dommage parce que j'avais trouvé le segment plutôt bon jusque-là. Plutôt bon, pourquoi? Parce que c'est dans la lignée de notre dernier supplément SmackDown d'avant Backlash où justement moi j'aimais bien cette feud parce que je trouvais qu'il y avait une gradation dans la violence et dans l'intensité qui était intéressante et qui était plutôt originale dans la façon de construire les choses puisque voilà, j'avais dit avant la feud se construisait avant Backlash plutôt sur voilà, il se faisait des petites piques à coups d'histoire, à coups de métaphores, à coups d'allégories dans le style un peu Wyatt. Orton répondait un peu par l'humour en racontant des histoires parce qu'au final Orton n'avait pas vraiment de raison de s'énerver plus que ça. Wyatt parle dans son dos, il lui répond, ils ont un match, ça va. Maintenant à Backlash, Orton s'est fait agresser, donc ça y est, on est monté d'un cran, Orton s'est fait agresser, il n'y a plus aucune raison d'être sympa, donc fini les petites histoires, Orton il arrive, il lui dit écoute t'es bien sympa, mais bon maintenant si t'as les balls, tu viens et je te déglingue. La gradation est plutôt bien, c'est logique, ça monte en température, c'est bien. Wyatt continue à faire ses petits jeux de mind games derrière les écrans, voilà, tu m'as embarrassé toi aussi, d'ailleurs Orton aussi, du coup Orton s'en est pris physiquement, Wyatt maintenant commence à monter d'un cran, tu m'as embarrassé, maintenant tu vas voir ce que ça va être, je vais faire de ta vie un enfer, tu pourras plus jamais dormir et tout. C'est bien, jusque-là c'est très bien. Et puis après il y a Eric Rowan et moi j'ai pas envie de voir Eric Rowan. Et j'ai pas envie de voir Eric Rowan dans cette histoire. Donc est-ce que ça va encore être un one shot comme la dernière fois? Ouais. Si c'est un prétexte pour justement faire que Randy Orton ait des altercations physiques jusqu'à No Mercy, c'est ça. Pourquoi pas? Écoute, ok, il va défoncer Eric Rowan la semaine prochaine et puis ce sera réglé. Si c'est ça, ça va. Si c'est pour que on ait des interventions dans tous les sens, des disqualifications à No Mercy ou je sais pas quoi, parce que Eric Rowan c'est le petit chien de Bray Wyatt. Non, ça m'intéresse pas. Mais moi, voilà, je suis d'accord avec toi. J'espère et je me dis même que c'est
c'est ce qui est prévu. Je sais pas, je suis peut-être naïf, mais je pense juste que c'est pour montrer que Bray Wyatt, voilà, il utilise Eric Rowan pour voilà continuer cette volonté d'agresser Randy Orton et donc d'utiliser la violence physique comme une de ses armes pour tous ces mind games, soit, et que Eric Rowan c'est juste un pantin, voilà, et il va le relâcher, il va servir de pâture. C'est ça, la vipère, et on en restera là, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Mon bon Giscal, donc pendant l'intro, je vous avais parlé de la rivalité entre le Miz et Daniel Bryan qui allait reprendre de plus belle. On avait un peu peur que cette rivalité soit complètement mise de côté avec l'apparition, donc l'intégration de Dolph Ziggler. Et ben non, puisque ce soir on a le Miz qui vient célébrer sa victoire face justement à Dolph Ziggler à Backlash. Donc il provoque le public et Daniel Bryan. Il se moque de ce qu'on lui a dit. Il dit soi-disant, lui, le coward, donc le pleutre, mais c'est lui qui est reparti vainqueur de Backlash. Il annonce 162e jour de règne, ce qui est beaucoup. Son règne qui ne terminera jamais. Voilà, le Intercontinental World Tour, ce qui est plus que les 132 autres stars, si j'ai bien noté, dont Dolph Ziggler. Je suis allé voir, effectivement, Dolph Ziggler, son règne le plus long est bloqué à 160 jours. Donc ça tombe bien. Interruption justement du show-off qui vient lui dire écoute, bon, les fans, les gens dans le vestiaire, ils te verront jamais comme un eventer, nanana naner. Miz réplique écoute, je suis le main event. On verra plus tard dans la soirée qu'il le prouvera. Et tu sais, si je devais vivre et mourir selon les désirs du public, je serais déjà enterré 6 pieds sous terre. J'essaie de faire une petite traduction française. C'est pas trop mal, c'est littéralement, c'est ça. Et là, c'est la petite pique qui dit à Dolph Ziggler, comme ta carrière. Et aïe. Donc là, c'est la soirée des promos qui font mal. Ouais. Dolph Ziggler lui dit, écoute, je te propose un match, cette fois-ci d'homme à homme. Pas de gimmick, pas de Maryse, pas de stunt double. Oui, petite Très référence. drôle, petite référence évidemment à Damien Sandow, Damien Mizdow. Pas d'excuses, un match à la régulière. Maryse intervient, elle tente de lui rabattre le clapet. Musique de Daniel Bryan, qui accorde un rematch officiellement à Dolph Ziggler. Contestation du Miz, qui rappelle que, en son sens, Ziggler n'avait jamais mérité son premier title shot. Ça c'est vrai. Et alors maintenant, il aurait un rematch. D'où il aurait un rematch. Ok, bon, il y a une petite tricherie, mais bon. Et là il est dit écoute, de toute façon on est en pleine renégociation de contrat, tu ne m'as toujours pas donné ton retour, ma proposition est sur la table, et moi Miz, je ne catcherai jamais, en tout cas je ne catcherai pas tant que cette renégociation de contrat n'aura pas eu lieu. Je catcherai quand je voudrais, où je voudrais, comme il me plaira, jusqu'à nouvel ordre, avant d'abandonner Dolph Ziggler et Daniel Bryan seul sur le ring. Donc mon petit Giscal, est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette magnifique promotion du Miz et sur où on va, quoi, et le fait que effectivement on reste accroché à cette rivalité avec Daniel Bryan? Où est-ce que ça va nous mener tout ça? C'est en un mot, c'est parfait. C'est parfaitement écrit. Voilà, je trouve que c'est nickel. Le Miz, voilà. Allez, on refait un petit coup de self-promo, mais allez, si vous voulez avoir mon avis sur le Miz, faut écouter du coup l'analyse de Backlash, mais je trouve que le Miz est absolument exceptionnel depuis des mois, et cette promo est une pierre encore à l'édifice de la statue qu'il va falloir lui ériger bientôt. Une nouvelle statue dans le jardin de Giscal. Non, mais il va bientôt plus avoir de place. À un moment, il va falloir quand même reconnaître que entre son match à Backlash, qui était, je trouve, un modèle du genre de ce que peut faire un heel talentueux, et ses promos semaine après semaine qui sont fantastiques, toujours qui sonnent juste dans le bon tempo avec la bonne intensité, et puis sa gueule qu'on a envie de détester. C'est le heel parfait. Il sort des promos où il dit la vérité.
Et généralement, c'est ce qu'adorent les fans d'Internet. Ils aiment bien la vérité, ils ont l'impression d'être derrière les coulisses et tout, ça leur fait plaisir. Donc ils acclament ces gens-là. Non, le Miz, c'est le heel parfait. Il fait des promos fantastiques. À chaque fois, ses rivalités ont du sens. Et pourtant, il est hué par 100% de la foule. C'est génial. Donc voilà, il nous a encore fait une super promo où il est délicieux de morgue et de enfin, d'assurance, voilà, quand il parle de son never ending IC World Tour là, de 162 jours. Et puis bah, du coup, voilà, quand la pique sur Ziggler est géniale. Ziggler en face est très bon aussi, parce que j'aime bien ce couplet qui est pas faux non plus. C'est vrai que voilà, ouais, les gars dans le vestiaire, de toute manière, tu pourras faire un règne de 500 jours, ils s'en battront les steaks, ils s'en foutent. T'es une fraude, t'es un mec de télé-réalité, tu t'es bon qu'à faire des émissions, à faire des pubs, t'es pas un vrai catcheur, on s'en fout de ton règne, machin. Et donc voilà, il l'attaque là-dessus, les réponses sont bonnes, c'est bien. Et puis bah après il y a cette feud avec Daniel Bryan en toile de fond qui est juste très très intéressante, enfin moi qui m'intéresse beaucoup et qui je trouve c'est très très intelligent cet angle de la renégociation de contrat entre les deux pour amener en fait, parce que finalement la feud entre les deux est vouée à l'échec d'un point de vue catchesque, puisqu'on sait que Daniel Bryan ne pourra jamais aller chercher le payoff dans le ring. En tout cas, pas à Stamford. Voilà, oui, non, pas à Stamford. Mais on va dire que l'apogée de la feud n'interviendra jamais dans le ring, malheureusement. Donc finalement, c'est une façon très intelligente d'amener la feud sur le terrain du corporate avec ces histoires de contrats. Puisque voilà, c'est le boulot de Daniel Bryan de gérer le show, et donc voilà, ces histoires de renégociation de contrat, le Miz qui est en position de force et qui use mentalement Daniel Bryan semaine après semaine en lui envoyant des scuds, et puis du coup en plus en étant en position de force forte après sa victoire. Donc voilà, le tout est très bien écrit, on croise des rivalités, on plante des graines. On donne envie de revoir une revanche entre Ziggler et le Miz. Tout est très bien joué, c'est vraiment. Ouais, je me demande là quand même, enfin, Daniel Bryan, est-ce qu'il est pas en train de basculer? Il a combattu l'autorité pendant des années, et là finalement, on commence un peu à le placer. Voilà, tu vois, enfin, cette histoire de signature de contrat avec comment dire, avec Heath Slater, cette histoire de signature de contrat avec The Miz. Il est pas toujours très sympa avec tous les catcheurs. Pour ça, il faut regarder Talking Smack, parce que Oui, c'est vrai. voilà, Il est pas très sympa il avec est les pas très catcheurs. sympa. En particulier, bah, il a ses têtes, quoi, on va dire. Hein, si t'es Ouais, pas c'est un vrai. mec qui vient de l'indé, donc finalement, et du coup, il va progressivement. C'est un peu pas d'abus de pouvoir, mais voilà. En tout cas, il représente l'autorité aujourd'hui, et quand on connaît son histoire, c'est assez intéressant de voir où ça peut, Ouais, on pourrait jouer un ça va heel turn mener. assez intéressant là-dessus aussi. Ouais. On revient à notre fil rouge, puisque bah notre ami AJ Styles, qui est le champion, je vous le rappelle, n'a toujours pas trouvé de partenaire, et donc la sentence, pardon, tombe, puisque Daniel Bryan, donc le GM, lui a trouvé un partenaire, lui impose un partenaire tag team, et il s'agit de James Ellsworth, qui, Oui, vous vous souvenez peut-être, c'était ce tout petit gabarit, tout moche, hein, assez vilain, hein, oh, vilain, vilain, qui vilain. avait servi de chair à saucisse à l'ami Braun Strowman dans un de ses nombreux squash match à Raw, hein, si je dis pas de bêtises, hein, tu me coupes C'est si ça, je dis absolument, des bêtises. absolument. Euh, et voilà, donc Premier d'ailleurs. Daniel Bryan, voilà, fair play, il a dit qu'il donnait sa chance à tout le monde, bah, il la donne à James Ellsworth. Donc flash forward, on se retrouve au gros main event. Ah, quand même. Euh, et donc bah voilà, donc qui oppose, comme je vous le rappelle, Dean Ambrose et John Cena, qui ne sont pas les meilleurs amis du monde, à AJ Styles et James Ellsworth, qui vont devoir apprendre à se connaître. Donc, entrée de James Ellsworth qui ne dure pas très longtemps, puisque arrive par derrière le Miz, qui vient donc attaquer cette pauvre créature, hein, mi-homme, mi-Pokémon, je ne sais pas trop ce que c'est, une espèce de chose. Et donc le Miz vient remplacer James Ellsworth. Il l'a annoncé, il a dit qu'il était le main event, hein, lors de sa lors de sa promotion pendant l'épisode. Vous vous souvenez? Et donc bah là il vient prouver par A plus B que The Miz égale main event. Donc il vient donc faire tag team avec AJ Styles, qui, si j'ai pas de bêtises, est
plutôt du coup content de voir, Plutôt content, de voir tout le à fait. Miz, voilà. Bon, c'était le match, on va dire, l'archétype même du match de main event, un peu de briquet de broc entre des fausses équipes, dont une équipe qui ne s'entend pas du tout, parce que vous avez eu finalement pendant le match un enchaînement de hot tag entre Ambrose et Cena qui essayaient de se prouver l'un à l'autre que c'était eux les plus forts, ils se taguaient sans demander la permission à l'autre, pendant que le Miz et Styles faisaient plutôt eux un bon travail d'équipe. Donc on a eu une phase il y a pas eu de spot en particulier qui ont été très marquants. Il y a eu une longue phase de face en péril de Ambrose qui s'est fait dominer par Styles et par le Miz avant finalement la séquence finale qui était que Cena a réussi enfin un hot tag en sauvant Dean Ambrose et enchaîne ces fameux 5 moves of doom sur le Miz, shoulder blocks, proto bomb, 5 knuckle shuffle, le combo complet. Il s'envoie, enfin il va envoyer le Miz pour le attitude adjustment. AJ Styles revient dans le ring, casse la prise. Mais se fait dégager du ring par Dean Ambrose qui entre-temps s'était un peu remis. Suicide dive de Dean Ambrose, les deux sont hors du ring et Cena finit finalement par récupérer Miz par le callback, attitude adjustment, 1, 2, 3, terminé. Donc Cena l'emporte sur le Miz et post-match on a finalement Cena très content de sa victoire, qui ne va pas prendre le temps de lever la main avec l'arbitre, avec Dean Ambrose d'ailleurs, comme il le fait la plupart du temps quand il est en équipe. Là il va directement sur un coin du ring, il célèbre avec le public et là c'est pas trop du goût de Dean Ambrose qui le descend par le shirt, coup de pied dans les abdos et Dirty Deeds. Et donc, voilà, l'image de fin de ce SmackDown, c'est Ambrose qui couche Cena et on se termine là-dessus. Voilà. Donc effectivement, comme tu dis, ça m'a fait un peu penser moi quand Dean Ambrose avait couché Roman Reigns, tu te souviens? On avait alors un peu cette rivalité de deux faces face à un même ennemi qui à l'époque était Seth Rollins, et là cet ennemi c'est AJ Styles. Et Dean Ambrose envoie un message à John Cena qui l'a très bien reçu. Oui. Et qui effectivement on a eu toute une narration assez classique autour de les heels. Vous voyez, les heels ils arrivent à s'entendre et les gentils ils arrivent pas à s'entendre, pour créer évidemment de la tension entre ceux-là. Quelque chose qui faisait un peu jaser, c'était le fait que finalement le Miz se prenne le tombé, et que c'est toujours un peu dommageable, ou ça peut être dommageable pour un champion, en particulier le champion intercontinental, donc c'est-à-dire qu'il a besoin un peu de reprendre un peu de comment dire, de visibilité, en tout cas de prestige, et bon. Alors je sais pas ce que t'en pensais. Je suis d'accord, ouais. Habituellement, ça me dérange pas des masses parce que ça reste là par exemple, c'est vrai, on peut se dire ça reste quand même John Cena, 15 fois champion du monde, qui va être dans le main event du prochain pay-per-view pour le titre suprême. Il est donc techniquement au-dessus du Miz, on peut comprendre. Là par contre, pour le coup, je regrette un peu parce que c'est plus une histoire de timing en fait. Le Miz sort d'un super match à Backlash, il sort d'une super promo aussi en début d'émission, mais voilà, il sort d'une super promo, il dit que c'est le main event, et il va faire que le titre intercontinental c'est le titre le plus important et tout, et puis en plus en début de match on voit le sourire d'AJ Styles quand on voit le Miz arriver, parce que du coup on fait la connexion dans nos têtes, le Miz champion intercontinental, on l'a vu en début d'émission, c'est le main event, super partenaire pour AJ Styles. Bon, c'est vrai que du coup, le voir perdre après tous ces enchaînements de tout ça en 48 heures, c'est un peu dommage. On aurait préféré peut-être un autre finish. Après, un autre finish, si on avait dû réécrire, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'est difficile en fait. Moi personnellement, à contre-cœur, j'aurais fait trahir Dean Ambrose en plein match sur John Cena, et Cena aurait pris le tombé de la part de AJ Styles ou du Miz, d'ailleurs indépendamment. Ça aurait été marrant de voir le Miz faire un tombé sur John Cena après une trahison de Dean Ambrose, mais je l'aurais plus vu comme ça parce que Cena n'aurait absolument pas pâti de ça.
Et au final, le résultat aurait été le même, puisque on voit qu'à la fin, l'idée c'est quand même de mettre une grosse tension entre Dean Ambrose et Ouais. John Cena. Donc ça aurait pu arriver pendant le match. C'était l'objectif de cette Oui, séquence et effectivement, indépendamment du résultat du match. Et j'aime beaucoup ton idée, effectivement. ça aurait pu arriver pendant le Euh, match. ouais. Et en plus, alors, si en plus t'offrais la victoire au Miz, Franchement, c'était là, bien, hein. Ça lui donnait ensuite beaucoup d'arguments pour se la péter encore plus, avec toute son histoire en toile de fond, avec le contrat, avec ouais, Daniel ouais. Bryan. Il serait allé le voir, tu attends, j'ai battu John Cena, maintenant les enchères ont encore monté. Ouais, bah oui, oui, Daniel Euh, Bryan aurait rétorqué, oui, mais tu l'as ouais, battu grâce à AJ Styles. ouais, et puis patati Hmm. patata, donc ça aurait été plus intéressant. D'autant plus que John Cena revenait, toi, donc Ouais, les ouais, commentateurs un peu de ring rust. ouais, ils l'ont signalé, ils l'ont dit en plus, donc qu'il était out of action, voilà, depuis SummerSlam, donc voilà, c'est vrai, ouais, là on pourrait écrire, Petite erreur, moi je trouve. ouais, ouais, c'était pas très optimisé. Et c'est donc comme ça ainsi que se termine donc cet épisode de SmackDown. Alors, mon bon Giscal, qu'est-ce que tu auras retenu, donc ton top et ton flop et la note pardon, qui va valider tout ça, quoi. Eh ben, une fois de plus, un très bon SmackDown. Donc, du coup, je vais mettre une très bonne note et je vais mettre 4. 4 sur 5 parce que, encore une fois, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a eu des petits accros à droite à gauche, on en a parlé, notamment la fin du main event avec voilà une écriture qui aurait pu être plus fine avec le Miz, qui aurait été vraiment très intéressante. Et puis l'apparition d'Eric Rowan, qui sont pour moi deux erreurs de booking, bon, que je peux excuser. Donc ça reste un excellent show. 4 sur 5. Alors, ton top et ton flop, c'est quoi du Et coup? mon top, c'est pour moi, c'est la promo d'ouverture Ah oui. entre Cena, Ambrose et Ziggler, et plus particulièrement l'échange entre Cena et Ambrose qui m'a surpris. Je m'attendais pas à de l'animosité soudaine entre les deux et aussi violente, donc c'était vraiment très sympa. Mon flop, c'est clairement bon bah voilà, Eric Rowan qui apparaît. Je n'ai absolument pas envie de le voir. Et puis bah voilà. Voilà. Ok. Bah écoute, très bien. Moi, ma note, j'ai mis 4 aussi. Donc voilà, je pense qu'on a été tous les deux bien chauds. C'est vraiment une bonne. Alors, effectivement, beaucoup de gens pourront reprocher le. Il n'y a pas eu beaucoup de catch en fait. Hein, ça, Non, on c'est l'a vrai, pas c'est vraiment vrai. Il y a pas dit. eu Je sais pas si ça ça. s'est ressenti, mais on a parlé beaucoup de segments backstage, de promos. On était dans un épisode pour construire des nouvelles rivalités, clairement, et on avait effectivement pas forcément besoin de catch. Maintenant, c'est sûr que si on a Ça. point de vue comptable, à mon avis, si on arrive à faire 15 ou 20 minutes, c'est peut-être le grand max, hein. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Donc ça effectivement, bon je le mettrai pas pour autant dans mon top et dans mon flop, donc voilà, 4. Mon top pour moi, bah du coup c'est Alexa Bliss, la victoire d'Alexa Bliss, Attends, donc son elle statut de mérite. first contender, vraiment pour moi c'est super. Ça valide, comment dire, l'esprit de SmackDown, cette volonté de vouloir nous promouvoir, faire monter les petites jeunes, les C'est nouveaux l'émission des opportunités, voilà, normalement. des opportunités. Et mon flop, c'est The Ascension. Donc un peu l'inverse, quoi. Là, enfin, voilà, ils ont fait de la merde, les gars. J'avais beaucoup de sympathie, on va dire, en tout cas d'empathie pour ces mecs-là, parce que ils avaient quand même pas mal bouffé la gamelle. Enfin, ils avaient du mal à l'époque, avant le brand split. Voilà, ils faisaient du main event, enfin l'émission, quoi, Superstar et compagnie. Et là, fallait pas se louper là, hein, ils avaient 3 minutes et ils ont merdé, donc carton rouge pour The Ascension. Et Ouais. ben voilà, nous y voilà. Donc mon Giscal, merci à toi Bah écoute, merci à toi aussi, pour Irem. toutes tes analyses. Hein, là, t'as une analyse Oh, j'ai papier, pas une arrêté. analyse audio et tout. Va falloir arrêter là, monsieur. Hein. Va falloir Ah, arrêter. On te voit, on t'entend, on te lit, on te sent. Euh, ah, ça, donc merci à toi, merci à toutes et à tous voilà, de nous écouter chaque semaine. Donc vous pouvez nous retrouver évidemment sur iTunes, sur PodCloud et sur YouTube avec toujours donc ces petits bonus qu'on va vous balancer à droite à gauche. On ne sait pas encore comment ça va se passer. Abonnez-vous, c'est le plus simple, hein, c'est que vous vous abonnez au podcast et vous abonnez à la chaîne YouTube, ça vous êtes sûr de rien louper. N'hésitez pas également à commenter. Voilà, j'ai vu qu'il y avait un commentaire sur la dernière vidéo de SmackDown. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'en parler, donc je sais pas. On va peut-être y répondre. Je ne sais pas comment on va faire,
Mais comme disent les stars de la télé, on lit tous vos messages, mais on n'a pas le temps d'y répondre. Bon, il y en avait un, mais voilà, on n'a pas eu le temps d'y répondre quand même. Absolument submergé par vos commentaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, hein, Giscale. On la même. Bah, écoute, avec toujours le même plaisir. Allez, salut à tous et à la semaine prochaine. Salut! Salut tout le monde. Ouais, moi je vais aller manger un quignon de pain.